Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Dossier brûlant, l'émission qui analyse, décrypte et qui passe en revue l'actualité nationale et internationale. Pour ce numéro, nous avons choisi de parler de la journée mondiale de l'Afrique et des enjeux sécuritaires et de développement des pays africains. Cette journée mondiale de l'Afrique commémore le 60e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, devenue Union africaine, 60 ans et de nombreux défis dans la libre circulation des personnes, la mise en route effective de la zone de libre-échange continentale et la résolution des conflits. Ce soir, avec mes invités, nous analyserons les enjeux sécuritaires et de développement des pays africains à l'aune de la vision que s'étaient fixés les fondateurs de cette organisation continentale le 25 mai 1963. Ce soir, pour en parler, trois invités de marque que je m'en vais vous présenter. Je vais commencer par Jean de Dieu Somda. Bonsoir. Bonsoir. Ancien ministre, vous avez été ministre plusieurs fois et vous avez été aussi pendant plus de 5 ans le vice-président de la CEDEAO. Vous êtes à la retraite. Je précise que vous êtes diplomate, ambassadeur. Et vous êtes à la retraite, vous êtes consultant à l'international. Tout à fait. Voilà. Vos vis-à-vis, Alkassou Maïga, un autre ministre ancien, on va le dire. Bonsoir. Merci bien. On attend votre tour. On va faire la passe. Alors, vous êtes sociologue de formation, vous êtes enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizebo. Et votre collègue, qui est aussi enseignant-chercheur en droit à l'université Thomas Sankara, Hussein Ili, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste également des relations internationales. Tout à fait. Merci à vous trois d'avoir répondu à notre invitation. Alors, très rapidement, je m'en vais poser la première question à l'ambassadeur Jean de Dieu Somda. Aujourd'hui, le 25 mai, c'est la journée mondiale de l'Afrique. Est-ce que vous avez le sentiment que les populations africaines savent qu'il existe une journée mondiale de l'Afrique? J'aurais tendance à dire que très peu de gens se souviennent d'ailleurs du 25 mai de nos jours. Quand nous étions encore scolaires, c'était vraiment une date très importante au niveau de la jeunesse africaine, partout et dans tous les États membres. À l'époque, il y avait que 32 États qui à la création de l'Union africaine, mais il y avait vraiment, on sentait la présence de cette volonté d'union et de solidarité africaine. C'était d'abord chômé et payé dans tous les pays membres, et il y avait des manifestations pour mettre en exergue le panafricanisme. Et nous étions en quelle année? Je vous parle des années, j'étais encore tout petit, je savais même à peine écrire mon nom et mon prénom, donc je n'étais pas là, mais dans toute la mouvance de la décennie qui a suivi la création de l'OUA, on sentait cette ferveur de la part de nos leaders politiques, des dirigeants de l'époque, et surtout de la part de la jeunesse panafricaine. Alors, comment expliquer qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette ferveur? Est-ce que vous avez une explication à cela? Qu'il n'y ait plus cette ferveur autour justement de la journée mondiale de l'Afrique, mais également autour de la vision que s'étaient fixée les membres fondateurs de cette organisation-là? Je pense que pour cerner cette question, il serait opportun de faire le bilan et éventuellement esquisser des perspectives pour dégager le pourquoi il y a eu cet affaissement de l'enthousiasme du panafricanisme. Donc je pense qu'on y arrivera dans nos échanges de tout à l'heure. Mais c'est à travers ça qu'on peut le décortiquer. Et il y a des raisons. Il y a des raisons qui ont abouti, qui ont causé cela, mais je pense que nous y reviendrons beaucoup plus en détail. Quand nous aurons fait un bilan, je pense qu'il est nécessaire de faire d'abord un bilan. Tout à fait, on va revenir. Alkassou Maïga, est-ce que... quelle est votre opinion justement sur cette journée mondiale de l'Afrique par rapport à ce qu'il a dit, l'affaissement justement de cette ferveur autour justement de cette journée mondiale de l'Afrique? Bien, je pense que le doyen s'exprime en tant que diplomate. Moi, je vais m'exprimer en tant que sociologue. Et j'ai une question d'ailleurs de la plus-value d'une journée pour l'Afrique. Qu'est-ce que ça apporte de plus pour les Africains de savoir qu'il y a une journée qui est consacrée à l'Afrique? Peut-être qu'il y a une journée pour l'Europe, certainement. Ce que je veux dire, les journées qui sont organisées, les journées mondiales, est-ce qu'il ne faut pas tenir ces journées? Non, ça dépend des thématiques. Je comprendrai, on parle de la journée de la femme, le 8 mars. Tout à fait. Parce que c'est stigmatisant, certainement que la femme a subi, et il est de bon ton de penser que comme elle subit des adversités,
de la domination, il faudra une journée spéciale pour magnifier le rôle de la femme et faire en sorte que la domination s'estompe. Donc si on est sur la même logique, le même raisonnement, c'est que j'aurais compris que l'Afrique, voilà, certainement qu'il y a des difficultés particulières, ça c'est une réalité, et donc je trouve que c'est peut-être pas important pour nous de savoir qu'il y a une journée pour l'Afrique, parce que ça met beaucoup plus l'accent sur une certaine approche en termes de pays arriérés, de continents sous-développés. Moi, je prends ça. Bah, quand on regarde les ressources que nous avons et on regarde les intelligences que nous avons, je pense qu'on n'a pas besoin d'être indexé, d'être collé sur une journée forcément pour savoir que nous existons ou pas. Il y a aussi la journée de l'Europe, vous avez mentionné. Oui, il y a la journée de l'Europe. Bon, peut-être pour consacrer l'unité retrouvée. Si c'est dans ce sens-là, je comprendrais qu'il y ait une journée de l'Afrique en termes de la création de cette unité qui est partie de 32 pays, comme il le dit, et qui s'élargit progressivement avec plus de la cinquantaine de pays. Si ça c'est ça le message, okay. Et je peux comprendre. Mais autrement, vous comprenez qu'il y ait une journée dédiée exclusivement à l'Afrique, enfin, une journée mondiale de l'Afrique. Je comprends cette journée, mais en lien avec justement ce qui vient d'être dit, en lien avec la création de l'Organisation de l'Unité africaine, puisque cette journée est également coïncide avec l'anniversaire de l'OIA. Et je pense que la création de l'OIA dans l'histoire de l'Afrique, c'est une étape importante, même si, comme l'a dit le doyen, même si le bilan peut être discuté, je pense quand même que la création de l'OIA a été une étape très importante. Les objectifs, notamment en termes d'unité. On va revenir au bilan. Mais la question aujourd'hui, c'est, enfin, si vous faites un micro-trottoir dans la rue, si vous demandez aux populations africaines, aux jeunes africains, est-ce qu'ils connaissent la journée mondiale de l'Afrique? C'est pas évident. Qui vous donne les bonnes réponses. Aujourd'hui, on a comme l'impression que cette journée est institutionnelle. Voilà, comme vous pouvez le voir sur les images, elle a été commémorée au Burkina le vendredi 19 mai dernier à la résidence de l'ambassadeur de l'Algérie, je crois, avec l'ambassadeur accrédité au Burkina Faso, la ministre des Affaires étrangères y était. Est-ce qu'en même temps, cette journée, avec les gouvernants, ce n'est pas une journée institutionnelle trop élitiste avec des gens d'un niveau et puis voilà? Oui, bien sûr que les citoyens lambda, ce n'est même pas les citoyens lambda, si même une partie de l'élite ne sait pas l'existence de cette journée. Mais c'est pour ça que je pense qu'il faut mettre beaucoup plus en exergue la création de l'Organisation de l'Unité africaine. Parce que quand on dit une journée de l'Afrique comme ça, beaucoup de gens ne voient pas le lien avec la création de l'OIA et du coup on pense effectivement que c'est dans cette logique de création de journée pour X, pour Y, pour temps. Donc ça fait que finalement effectivement ça peut dévaloriser un peu cette journée-là. Mais si on met ça dans la perspective de la construction de l'unité africaine, ça permet de rappeler que ça reste toujours un défi, ça reste toujours un objectif et qu'il va falloir travailler à y arriver. Donc je pense que, de mon point de vue, pour que la journée soit mieux appropriée, il faut la mettre en perspective avec la création de l'OIA qui est devenue l'Union africaine. En même temps, comme il a relevé en filigrane, qu'est-ce que ça apporte concrètement aux populations africaines? En fait, tout à l'heure, non seulement ça réveille à nous quand même que nous appartenons à un continent qui n'est pas n'importe quel continent, qui est vraiment, si vous regardez la carte du monde, l'Afrique est au centre du globe. Mais suivant les modèles utilisés pour produire les cartes, on fait de telle manière que l'Afrique est légèrement basculée vers la droite. Mais si vous regardez, si vous mettez la carte à plat, vous vous rendrez compte que l'Afrique est en réalité le runabout, comme disent les Anglais, c'est-à-dire le point de passage obligé de l'humanité, du monde actuel. Donc, c'est extrêmement important. C'est fait exprès? Je n'en sais rien, mais c'est quand même quelque chose qui est remarquable. Et c'est certainement fait à dessein par ceux qui étaient les tout premiers à concevoir les cartes dans le monde. Donc l'Afrique est une réalité économique, politique, sociologique, à tout point de vue. Donc je pense que je peux appeler ça le désamour actuel de la jeunesse vis-à-vis de ces journées panafricaines, c'est dû même à l'évolution de l'OIA devenue Union africaine aujourd'hui. C'est dû à l'évolution et certainement à l'évolution de l'enthousiasme
et de l'évolution également de différentes pratiques au niveau de la gouvernance africaine qui a abouti à cet état de fait. Ce n'est pas un hasard. Alors, lorsque le 25 mai 1963, quand l'organisation de l'unité africaine était portée sur les fonds baptismaux, elle était le symbole de la libération des peuples africains et l'espoir d'un avenir heureux. Je crois que le premier président du Ghana, Kwame Nkrumah, disait à l'époque, nous devons nous unir ou périr. Et justement, quand vous regardez 60 ans aujourd'hui, quel bilan vous faites de ce parcours? Alors, vous savez, les Africains, nous avons tendance à nous auto-flageller. Moi, je peux vous dire, pour avoir été un simple pratiquant, les éminents professeurs, chercheurs qui sont là, certainement me compléteront, mais moi, je n'ai été qu'un modeste pratiquant de la diplomatie au nom du Burkina Faso. Je peux vous assurer que de mon expérience vécue, l'OIA a accompli parfaitement les consignes, disons, les ambitions qui lui étaient allouées dès sa création. Mais le contexte était tellement difficile que d'ailleurs, c'est à l'aune de ce contexte qu'il faut analyser les résultats de l'Union africaine. Créée le 25 mai 1963, c'est bien ça, 1963, vous voyez donc c'est en pleine crise de la crise bipolaire Est-Ouest, la guerre froide. Et réunir les 32 États, à l'époque il n'y avait que 32 États qui avaient accédé à l'indépendance, c'était déjà pas si facile parce que forcément à l'époque vous étiez alignés à l'Est ou à l'Ouest. Réussir déjà ça, c'était une très très grande victoire pour les pays nouvellement indépendants. Deuxièmement, ces pays-là s'étaient fixés comme objectif de se donner la main malgré leurs différences. Vous savez qu'au départ il y avait le groupe de Monrovia qui est le groupe de Casa, qui grosso modo correspondait aux deux grandes divisions du monde de l'époque, soit les révolutionnaires, les progressistes et puis les conservateurs. Bon, déjà faire ça à cette époque, arriver à trouver un compromis pour créer l'OIA à l'époque, c'était déjà un très grand succès. Ce qui serait très difficile aujourd'hui, vous le convenez avec moi. Ensuite, c'est donner la main pour accélérer l'accession à l'indépendance du reste des États, parce qu'il y avait encore une bonne vingtaine d'États qui n'étaient pas encore sous le joug colonial, et surtout lutter pour bouter l'apartheid hors de l'Afrique. Ces deux objectifs qui étaient fixés par les pères fondateurs, ils ont ajouté à cela l'idée constante de la solidarité et de l'union. Et vous avez vu que cela a été effectivement mis en œuvre au niveau de la communauté internationale. Les pays africains, qui constituent d'ailleurs le groupe des pays africains aux Nations Unies, ont toujours été solidaires pour lutter sans tenir compte de votre appartenance au bloc de l'Est ou de l'Ouest, pour que le reste des pays africains accèdent à l'indépendance. Est-ce qu'ils ont le choix, ces pays qui sont justement au niveau des Nations Unies, parce qu'ils ne sont même pas membres du Conseil de sécurité? Je veux dire, aujourd'hui, on a 55 pays membres qui constituent l'Union africaine et qui sont justement au niveau de l'ONU, qui n'ont pas une voix assez considérable. Professeur Ili? Je ne sais pas si... En termes de bilan. En termes de bilan, je pense que pour le bilan, moi je dirais que c'est mitigé. Parce qu'effectivement, dans certains domaines, on peut dire qu'il y a un relatif succès. Parce qu'effectivement, en tant que cadre de concertation entre les États africains, je pense quand même que l'institution a permis aux pays de pouvoir coopérer, et notamment en termes de maintien de paix et de sécurité. Quand on regarde, c'est vrai, il y a eu quelques conflits, mais je pense que l'existence de l'OIA en tant que cadre de concertation a permis quand même de gérer ou d'apaiser certaines tensions qui auraient pu aboutir à des conflits. Donc je pense que sur le plan peut-être politique, coopération politique, on peut dire que c'est un relatif succès, mais quand on va dans le fond, en termes de solidarité réelle entre les États africains, je pense que là, on n'a pas véritablement perçu cela, parce que quand vous regardez... il y a... Quand vous dites sur le plan politique, vous faites allusion à quoi? Non, je veux dire par exemple, quand vous regardez les conflits, il y a eu quand même des conflits entre des États africains, il y a eu des tensions. Et l'OIA permettait quand même, en tant que cadre de concertation,
Sauf qu'on a au moins une vingtaine de pays qui sont toujours en conflit. Oui, non, mais c'est beaucoup plus des guerres c'est beaucoup plus des guerres civiles, mais je parle beaucoup plus des guerres, des guerres entre les pays. Je pense quand même que sur ce plan, l'organisation a pu quand même contribuer à gérer certaines tensions, puisque comme je l'ai dit, c'est un cadre de concertation, puisque l'objectif de départ, ou en tout cas de certains qui étaient de créer un État continental a échoué. Finalement, ça s'est transformé en un simple cadre de concertation, ce qui fait que les autres objectifs, comme en termes d'intégration économique, en termes de solidarité entre États africains, sur ce terrain, je pense que le bilan reste très en deçà des attentes des Africains. Kassoum Baïga, c'est-à-dire, enfin, à l'époque, le défi était d'en finir avec l'ingérence, mais pas que. Il y avait beaucoup de défis que les pères fondateurs ont portés. Justement, le fait que les pays africains soient à même de porter leur voix. Vous, en tant que sociologue, est-ce que vous avez le sentiment d'abord que les populations africaines comprennent mieux leur institution continentale, qui est l'Union africaine, pas l'OUA, puisque l'Union africaine également, on le précise, fête aujourd'hui, c'est 20 ans. Voilà. Bien, bon, je pense que si on doit revenir sur les faits concrets sur le terrain, moi je ne serais pas aussi enthousiaste que ce que j'entends. Okay. Parce que on a même l'impression que l'idée de départ des pères fondateurs a été fourvoyée. Ah bon? Ah oui, parce que on a fait référence à Kwame Nkrumah ici. Tout à fait. Le rêve qu'il nourrissait, c'est pas ce rêve que nous avons. Qu'est-ce que, du point de vue des conditions de vie et d'existence des populations, qu'est-ce qui a changé fondamentalement? Quand vous regardez d'autres unions qui sont venues tardivement, je vais parler de l'Union européenne et autres là, vous allez vous rendre compte que c'est déjà mieux structuré. C'est même pas un pays membre de l'Union européenne qui est agressé, mais c'est quelqu'un qui cherche à être candidat à la candidature pour être membre de l'Union européenne. Vous avez vu le tollé, vous avez vu toute la mobilisation, pas au-delà même de l'Europe, parce qu'un lobbying a été fait qui permet même de mobiliser des gens en dehors. Il se trouve même sur notre continent des gens pour être rangés, n'est-ce pas? Alors que quels sont il y a tellement d'atrocités. Le professeur a dit tout de suite qu'il y a une vingtaine de pays en crise. Et qu'est-ce que nous faisons au niveau africain? Parce que si déjà à notre propre niveau, on n'est pas capable de se mobiliser pour aider ces pays qui sont en difficulté pour être en conformité avec l'idée de départ, alors il y a un problème parce que personne d'autre ne peut se mobiliser autour des gens qui ne peuvent même pas se mobiliser eux-mêmes pour aller défendre des pays membres qui sont sous le joug de ces difficultés-là. Alors je veux dire, quand on prend l'UA, c'est encore vaste. Bon, prenons déjà l'UEMOA ou bien la CEDEAO. Eh bien écoutez, la libre circulation, ça devient quoi? Quand vous allez partir déjà traverser la frontière du Ghana, vous comprendrez que on va vous demander des documents qui n'ont rien à voir avec ce que il faut pour circuler dans des pays comme le Burkina ou bien le Niger. Vous comprenez que je veux dire que il y a de beaux textes, mais pour le commun des mortels, pour les populations à la base, il y a énormément de difficultés. Traverser une frontière, c'est énormément de difficultés, puisque quand vous regardez des deux côtés d'une frontière au niveau de tous les pays, ce sont des communautés qui sont les mêmes communautés, mais déjà pour aller traverser à côté, c'est énormément de difficultés. Donc je veux dire qu'il y a vraiment, certainement que le fait d'avoir eu l'idée déjà de le faire, ça c'est à saluer. Mais est-ce que nous avons eu l'audace qui nous permette de renoncer à nos propres souverainetés parcellaires pour essayer de construire quelque chose qui soit au service de la communauté, au service des populations. Et quand vous voyez que les gens n'arrivent même pas à comprendre, moi si vous ne m'aviez pas appelé pour dire que c'était la journée de l'IA, c'est ça, je vivais sans ça parce que bon, alors il a relevé un certain nombre d'aspects qui sont quand même très importants. Voilà, je vais réagir justement, comme je vous disais, vous m'avez mis en face de deux éminents professeurs chercheurs, eux ils sont des têtes pensantes. Moi je me colle à la réalité. Pour faire un bilan correct, il faut partir des objectifs qu'on s'était fixés. L'organisation de l'Union africaine s'était fixé 4 objectifs. Jugeons l'OUA sur la base des 4 objectifs qui étaient fixés au départ. Parce que si nous empiétons sur l'Union africaine, le bilan ne sera pas objectif. Parce que aujourd'hui, il y a à peu près 18 objectifs
que l'Union africaine s'est fixé. L'OUA s'était fixé 4 objectifs que j'avais cités tout à l'heure. Je peux les reprendre, mais 4. Jugeons l'OUA sur les 4 objectifs. En même temps, l'OUA est devenu aujourd'hui... On ne juge pas, je m'excuse, on ne juge pas l'inexistant, puisque c'est des dérivés. L'UA, je m'excuse, Excellence, l'UA, aujourd'hui, quand on veut faire le bilan de l'OUA, c'est le bilan de l'UA qu'on va faire aujourd'hui, puisque c'est mort, ça, on l'a enterré, il y a une mutation qui s'est opérée. Donc ces 4 objectifs-là, peut-être que ça a été repris dans le dossier de l'UA, sinon, pour moi, c'est des objectifs qui ne doivent plus tenir, puisque on fonctionne sur le format de l'UA aujourd'hui. Et la journée de l'Afrique, si on veut l'apprécier, qu'est-ce que l'UA a pu nous apporter et qu'est-ce qu'elle est capable de nous apporter. Il faut qu'on se concentre sur ça. Alors, il faut qu'on se comprenne. Il faut qu'on se comprenne. C'est vrai qu'on ne se comprend pas très bien. Allez-y, voilà. Expliquez. Non, ce que je vais dire fondamentalement, c'est pour déboucher sur la nécessité qu'il y avait à créer l'Union africaine. C'est du fait du bilan de l'OUA qui était arrivé à son terme. Voulait absolument lutter pour bouter l'apartheid hors de l'Afrique. Ça a été fait. Lutter pour que les 22 États qui restaient accèdent à l'indépendance, c'était fait. Travailler pour créer un État fédéral africain. Et finalement, ça a été réduit à créer des organisations sous-régionales comme première étape, en attendant l'étape supérieure pour créer la grande fédération africaine à l'instar des États. Exactement. Et ensuite, développer la coopération et la solidarité entre pays africains. Mais je peux vous dire que dans tous ces 4 points-là, si on analyse objectivement, l'Union africaine, avec les pressions qu'il y avait à l'époque, n'oubliez pas que nous fonctionnions à l'époque sous le régime de la guerre froide. C'était pas évident que des jeunes États qui venaient de naître, qui manquaient pratiquement de tout, et surtout dans beaucoup de domaines de savoir-faire, de capacité de négociation, c'était pas si mal. C'est pour cela, en 1999, les 3-9, d'ailleurs qui figure sur le logo de la compagnie libyenne, 1999, à Sirte. Et après avoir fait le bilan, on a constaté que l'Union africaine, l'OUA, a fait ce qu'il devait faire, plus ou moins bien, mais largement, la moyenne était la note était au-dessus de la moyenne, mais n'était plus adaptée à la mondialisation, au monde actuel. Parce que les États ont évolué. Le leadership de l'époque, Haïlé Sélassié, etc., les Kwame Nkrumah et autres, il faut se dire la vérité. Combien de chefs d'État aujourd'hui peuvent se comparer à Kwame Nkrumah, à Haïlé Sélassié, Sékou Touré, Modibo Keïta et autres? Nous sommes passés. Ils n'ont pas cette capacité. En tout cas, nous constatons une absence quasi générale de leadership. Il fallait donc créer quelque chose de nouveau pour maintenir le rythme. Et à cela, il faut rendre hommage à Mohamed Kadhafi, celui qui, sur la base de la résolution d'Alger, ils ont convenu de se retrouver à Sirte en 1999. Ils ont fait le constat que l'organisation de l'Union africaine avait vraiment fait son temps. Il fallait passer à l'étape supérieure. C'est ce à quoi fait allusion le professeur. Aujourd'hui, quand on commémore la journée mondiale de l'Afrique, on fait allusion à quelle institution, à quelle organisation? Je pense qu'il faut... L'Union africaine ou l'Organisation de l'Unité africaine? Il faut néanmoins faire le bilan de l'Union africaine, constater ce qui a été prévu, ce qui a été fait, et pourquoi nous sommes passés maintenant à l'Union africaine avec un nouvel agenda de 18 points à réaliser. L'agenda 2063 qui est quand même au point, moi, il faut le relever, oui, qui ne bouge pas. Tout à fait. Ben, ils avaient fait ce qu'ils avaient à faire. Il y a eu le changement générationnel au niveau des leaders africains. Et il faut reconnaître qu'à un moment donné, il a manqué de pulsion leadership au niveau de nos chefs d'État pour faire plus que ce que les autres, que les devanciers avaient fait. D'où la nécessité qu'il y avait de créer l'UA à Durban en 2002, le 9 juillet 2002. Et j'étais très modestement représentant du Burkina Faso au comité ministériel de négociation. Je peux vous assurer que, justement, le débat était très âpre. Oui, en même temps, ce qu'il a relevé, j'allais revenir là-dessus, ce sont des questions existentielles. Comment se fait que vous avez 55 États membres, vous avez des organisations sous-régionales comme la CEDEAO, dont vous avez été justement le vice-président. Il y a encore des problèmes de libre circulation entre les États. Ce sont des problèmes qui existent.
je veux dire, quand on parle de la journée africaine, c'est vrai de s'entendre sur l'élément central qui est la commémoration de l'organisation de l'unité africaine, mais également des problèmes qui concernent les populations africaines. Mais justement, c'est toutes ces questions-là, c'est sur la base de ces échecs, la mise en œuvre de la nouvelle donne du 21e siècle qu'il a été opportun de créer l'Union africaine. Mais on constate que des années après, la situation... Est-ce qu'il y a une explication à cela? Ah si, si, si. Ouais. Je veux dire, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que un citoyen burkinabé a des difficultés pour entrer au Togo, par exemple? Il y a tracasseries policières et tout le reste. Voilà, même dans les échanges commerciaux, c'est quand même assez difficile. Qu'est-ce qui explique cela? C'est pas... Pour moi, l'explication, elle est politique. Exactement. Puisque de toute façon, ce sont les décideurs politiques qui ont signé les textes. C'est à eux de les faire appliquer au niveau national. Donc, si ces textes-là, puisque les textes, en tout cas au niveau sous-régional, parce qu'au niveau de l'Union africaine, il n'y a pas de libre circulation des populations qui est prévue, en tout cas comme dans le cadre de la CEDEAO. Voilà. Donc ça, il n'y a pas... Voilà. Maintenant, pourquoi l'intégration, le texte de l'intégration, surtout au niveau sous-régional, ne marche pas? Je pense que c'est purement politique. Donc, si les décideurs qui sont censés les faire appliquer ne le font pas, personne d'autre, l'Union africaine ou en tout cas la commission de la CEDEAO ou n'importe quelle autre commission ne peut pas venir se substituer aux États pour faire appliquer ces textes. Alors, donc c'est un manque de volonté politique au niveau national. Et c'est lié, je ne sais pas, moi j'ai toujours dit que quand je regarde les intégrations en Afrique, j'ai comme l'impression que souvent c'est du mimétisme qu'on fait, on n'y croit pas réellement. C'est comme si en réalité on voulait suivre les autres comme l'Europe, mais dans le fond, j'ai comme l'impression que les gens n'y croient pas vraiment. Parce que si on croit vraiment à un projet... Les gouvernants, bien sûr, puisque c'est eux qui sont à la base de ces institutions-là. Mais j'ai comme l'impression, justement, comme je l'ai dit, on le fait, mais après, bon, c'est juste de forme. Et peut-être qu'on ne croit même pas réellement à l'intérêt, ou en tout cas, on ne perçoit pas l'intérêt, de sorte que, une fois signé, on les range dans les oubliettes. Il y a un autre élément qui est également important, que de mon point de vue, qui de mon point de vue explique également le fait que l'intégration ne marche pas trop en Afrique. J'ai toujours dit que l'intégration entre pays en développement est toujours très compliquée. Parce que les gens comparent souvent avec l'Union européenne, on dit pourquoi ça marche là-bas. Non, l'intégration européenne arrivée en 1957, les pays de l'Europe de l'Ouest étaient déjà des pays développés. Donc, abandonner les droits de douane ou supprimer certaines barrières, ce n'est pas un problème pour ces pays. Mais quand vous prenez des pays qui sont au premier stade de leur développement, qui vivent sur les droits de douane, donc en réalité, ça fait que au moment de signer les textes, les gens ne perçoivent pas d'impôts. Voilà. Après, on se rend compte que l'application est coûteuse, ça affecte les budgets des États et après, on se rebiffe et finalement, rien ne marche. Donc, pour moi, le sous-développement est l'un des facteurs explicatifs, en plus des facteurs politiques, du fait que l'intégration a des difficultés à marcher en Afrique. Mais alors, quel est l'intérêt justement de se mettre ensemble des États il y en a qui disent que l'intégration peut être servie comme outil de développement. Moi, j'ai des réserves. Vous n'y croyez pas trop? J'ai des réserves parce que historiquement, moi, je ne connais pas d'exemple où l'intégration a servi d'outil de développement. Au contraire, comme je vous l'ai dit, l'exemple de l'intégration européenne, en réalité, l'intégration est arrivée à la fin. C'est après le développement que l'intégration est venue. C'est un processus. Voilà, mais quand vous prenez 57, en tout cas, les 6 qui ont commencé l'Union européenne, aujourd'hui, c'était tous des pays développés en 57. Donc, moi, je ne connais pas d'exemple historique où véritablement l'intégration a servi comme outil de développement qui a mené. Donc, ça fait que, pour moi, en réalité, l'intégration devait être plutôt à la fin qu'au début du développement. Alors, professeur Maïga, il a relevé un aspect, j'allais dire important, c'est de la faute des gouvernants, les décideurs, les politiques. Vous avez été... je ne veux pas faire votre procès ni dit quand vous étiez ministre, c'était de votre faute, mais qu'est-ce qui explique que les gouvernants ne prennent pas la pleine mesure ou ne font pas appliquer suffisamment les lois qu'ils ont eux-mêmes fait adopter? Non, moi j'ai des réserves par rapport à la question de la volonté politique. Ok. Ce n'est pas de la volonté. Non, la volonté politique se résume en quoi? Lorsque les politiques se sont réunis et que les politiques ont décidé librement d'aller en union et que chacun
effectivement, on a ratifié les différents documents. La volonté politique, elle est déjà clairement affichée qu'on doit aller vers là. On ne peut pas douter de la volonté politique de construire la CEDEAO. On ne peut pas douter de la volonté politique de construire l'UEMOA et un certain nombre d'ensembles. Maintenant, c'est ce que je vais en arriver. Pour les tracasseries et autres là, c'est maintenant la question de la faiblesse de nos États et de l'effritement de l'autorité de l'État quant à faire en sorte que ceux qui sont dans le contrôle de l'action publique à ces différents niveaux de poste-là, qu'ils soient des gens corrects pour appliquer. Donc c'est beaucoup plus une incapacité à faire appliquer des textes auxquels on a souscrit volontairement que d'une question politique, question de volonté politique qu'il s'agit. Vous faites la nuance quand vous arrivez, la responsabilité politique quand vous arrivez à la frontière du Ghana ou à la frontière de la Côte d'Ivoire, et que des policiers qui sont en train de faire des abus de pouvoir, et comment vous voulez rendre responsable quelqu'un qui est assis à Abidjan ou à Accra, qui est le responsable politique de tout ceci? Peut-être même c'est des choses qui ne sont pas assez documentées, mais vous voyez que quelquefois le transporteur commence à donner de la voix sans moment que les gens se rendent compte qu'il y a des difficultés parce qu'il y a des gens qui profitent de leur position parce qu'ils veulent rapidement se faire une cagnotte entre guillemets, et donc il faut mettre de l'ordre. Maintenant, si on est réticent à relever ou à sanctionner ceux qui sont auteurs de ces problèmes-là, en ce moment, il y a un autre niveau de volonté politique qu'il faut activer. Mais je dis, la volonté politique, elle est claire. Est-ce qu'en même temps, ce n'est pas à ce niveau qu'il y a la volonté politique? Les moyens de mise. Mais c'est des questions d'individus souvent. Je vais vous expliquer. Rapidement. Comme vous avez fait allusion au poste, à l'enseignement supérieur, je vais vous expliquer. Dans les textes de l'UEMOA, il y avait des questions concernant le baccalauréat harmonisé, mais des questions concernant la mobilité des étudiants dans les universités, pour harmoniser les frais d'inscription dans les universités. Beaucoup de pays ont internalisé. Au Burkina, par exemple, parce qu'on dit que quand vous êtes ressortissant d'un pays membre de l'UEMOA et que vous venez au Burkina Faso, si les Burkinabés payent 15 000, vous payez 15 000. Ça, parce que vous êtes des citoyens de l'espace. Ceux qui sont hors de l'espace de l'UEMOA vont payer 250 000 francs. Alors au Burkina, nous, on applique ça. Mais à côté, en Côte d'Ivoire, ils ont inventé l'astuce de dire que les frais d'inscription à l'université, c'est 100 000. Mais que par contre, la Côte d'Ivoire subventionne pour ses ressortissants à hauteur de 75 000. Donc ça veut dire que l'Ivoirien va payer 25 000 comme frais d'inscription. Et après, si vous venez, vous dites je paye 25 000, non, vous n'êtes pas ressortissant de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de subvention vous concernant. Officiellement, ça fait 100 000. Donc du coup, on torpille l'esprit des textes. Vous partez au Sénégal, et vous trouvez dans certaines universités où on va dire à ceux qui viennent de choses, à Mersin et autres là, de payer 750 000, mais ils sont ressortissants. Bon là, en ce moment, je vais dire, je suis plus ou moins d'accord avec lui. Non, on ruse avec les textes. Okay. Mais vous savez, nous, on est toujours l'élève modèle qui applique tout. Bon, il y a quelques tracasseries même au niveau de nos frontières, mais ce n'est pas à grande échelle comme on va le vivre dans un certain nombre de pays voisins, parce que nous, effectivement, tu vois, du fait qu'on proclame notre statut d'intégrité, il y a des choses qu'on n'ose pas faire. On va permettre. Non. Très franchement, moi, je vais nuancer. Je suis entièrement d'accord avec lui, mais je vais nuancer ce qu'il dit. Parce que je vais vous donner un exemple concret qui va corroborer ma thèse, si je peux l'appeler ainsi. C'est vrai, la volonté politique a manqué à certains niveaux, mais on ne peut pas généraliser. C'est comme ce que le professeur vient de le dire. Moi, j'ai constaté, puisque moi, je suis un pratiquant, j'ai constaté. Il fut un temps où vous aviez des pays où on ne payait pas les gens pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois. Le douanier, le policier, le gendarme qui est sur la route n'est pas payé. Il a une femme et des enfants à la maison. Comment voulez-vous qu'il ait les moyens de satisfaire aux besoins élémentaires, de donner ce qu'on appelle le nason tous les jours? Certains même ont eu le culot de dire que leur président leur a dit de se payer sur la route, que vous avez les moyens de vous faire payer. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse encore? Dans des pays africains. Je parle de la CEDEAO. De la CEDEAO. Et lorsque nous avons eu ces informations, parce qu'on avait un système quand même assez élaboré de renseignements sur ce qui se passait réellement sur le terrain, on a fait ce qu'on appelle
une observation in situ. Et à l'époque, moi, j'étais vice-président de la commission de la CEDEAO et j'avais reçu mandat de faire un rapport sur le pourquoi, justement, la libre circulation des biens et des personnes est un problème sur le terrain. Et j'ai visité les 15 pays membres de la CEDEAO, la plupart par la route. Et quand vous arrivez, vous observez bien, j'arrive à 500 mètres, je descends, plus d'escorte, rien du tout, je me mets à Guine avec un chapeau et je fais la queue pour faire les formalités. Et c'est là où vous vous rendez compte de la réalité. Qu'est-ce qui se passe? Les pauvres fonctionnaires, bien qu'il y ait la volonté politique d'appliquer la libre circulation des biens et des personnes, ceux qui sont chargés de l'application sur le terrain pratiquent autre chose. Quelques-uns vont trouver l'alibi de dire qu'ils ne sont pas payés, mais quand même une grande partie recevaient largement leur salaire, mais pratiquaient quand même la corruption. Donc il y a la volonté politique, mais nous-mêmes, citoyens de la CEDEAO, souvent on n'essaye pas de creuser pour voir quelle est notre part de responsabilité. Et surtout, c'est juste, il n'y a pas d'opposition entre nous sur ce point de vue. Voilà, et surtout les cadres chargés de la mise en œuvre des volontés politiques dûment exprimées à travers des textes. C'est pourquoi il a parlé de l'État. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a filmé ça en caméra cachée. Et au sommet de Ouagadougou, en 2008, nous avons fait un huis clos des chefs d'État. Et on leur a projeté poste de frontière par poste de frontière. Et il y a des chefs d'État qui se sont attrapés la tête. Ils ne savaient pas que ça se passait dans leur propre pays. C'est ce que je dis. Et c'est quand on a constaté ça, on a maintenant arrêté un modus operandi. Nous avons créé des postes d'observation à tous les passages. Des gens discrets, des avocats, des magistrats, des juges. Ils sont là discrets et ils observent, ils enregistrent immédiatement les manquements et les contrevenants étaient susceptibles de poursuites en justice. Il y a eu des cas où ça s'est avéré. Au bout d'1 an, les tracasseries avaient baissé de presque 60%. Et le Burkina arrivait en tête largement. Vous pouviez rentrer au Burkina par une frontière et ressortir par l'autre frontière sans tracasserie, sauf la traversée des grandes villes comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, pour des raisons de sécurité évidentes, vous étiez encore contrôlé à l'entrée et à la sortie. Ça veut dire que c'est possible. C'est possible. La situation a beaucoup changé. Et qu'est-ce qu'on fait justement pour régler cette situation? Volonté politique ou responsabilité? Moi, je pense que ça va prendre du temps. Parce que, comme je l'ai dit, c'est vrai, il y a la volonté politique, il y a aussi, comme ça a été souligné, la faiblesse de nos États. Il y a la question du sous-développement. Il y a une autre question, la question même de l'absence de culture de l'état de droit. Ça, c'est un autre problème en Afrique. C'est-à-dire les gens n'ont pas la culture de l'état de droit, la culture du respect des règles. Et ça se construit dans la durée. Parce que souvent, effectivement, quand vous regardez, les gens, ils connaissent les règles, ils savent qu'il faut les appliquer, mais bon, voilà. Donc ça, c'est la culture de l'état de droit qui doit amener les gens spontanément, c'est tous ceux qui sont chargés d'appliquer des règles, à les faire respecter. Ça manque beaucoup dans la plupart de nos pays. Ça fait, et souvent même jusqu'au plus haut niveau. Parce que quand vous prenez certains exemples, c'est ahurissant. Vous prenez des pays qui se lèvent du jour au lendemain, qui ferment toutes leurs frontières. Alors que les textes de l'organisation proscrivent cela. C'est une décision éminemment politique au plus haut niveau. On l'a vécu dans la CEDEAO. Les pays ont fermé des frontières pendant plus d'1 an. Des grosses faiblesses de nos organisations sous-régionales. C'est ce que moi j'appelle l'absence de culture de l'état de droit. C'est-à-dire des gens qui, entre guillemets, s'en foutent des règles en réalité. Et quand c'est comme ça, et ça, on le vit à l'interne également. C'est un problème interne qu'on exporte, qu'on amène au niveau sous-régional. À l'interne, c'est ça. On voit également que que ce soit l'administration ou les dirigeants politiques, respecter les règles ou les décisions de justice n'est pas forcément le jeu favori de nos États. Et tant que cela ne va pas être ancré dans tous les esprits, on va encore avoir des difficultés. Donc pour moi, c'est quelque chose qui va se régler avec le temps, mais également avec un engagement politique au plus haut niveau. Mais c'est que c'est fluctuant malheureusement. Vous avez vu l'exemple que je vous ai donné, les années 2000. Ça avait très bien fonctionné, mais il y a eu un repli. Pourquoi cela? On revient encore à la question du leadership. Les chefs d'État ont leur rôle à jouer, mais je pense que la société, les cadres chargés de la mise en œuvre des décisions politiques des chefs d'État, ils ont un rôle éminemment important généralement on laisse de côté et on affirme les décideurs. Il ne suffit pas d'avoir la volonté politique de prendre la décision politique. Mais si vous n'êtes pas épaulé correctement sur le terrain, vous n'arriverez à rien du tout. Et surtout, moi je pense que la société civile actuelle pouvait être l'élément qui peut corriger
le mécanisme. Tout est écrit, il y a tous les textes, il y a les comités de surveillance au poste frontière. Est-ce que la société civile est suffisamment entendue? Je crois que même au niveau des organisations régionales, elle fait beaucoup de bruit. Je peux vous dire, il y a même un budget qui était inscrit au niveau de la commission de la CEDEAO pour financer cette observation sur le terrain. Faire des rapports, il ne suffit pas de parler, il ne suffit pas de faire des vidéos, oui, surtout faire des conférences de presse pour fustiger les autorités ou la CEDEAO. Mais allez-y sur le terrain, en tant que société civile, faites ce qu'on avait tenté, qui avait marché. Je pense que ça va porter ça. Et il y a un budget qui est consacré, qui est alloué justement à cela. Revenons. Bien entendu, on ne veut pas s'inscrire dans un afro-pessimisme, comme on le dit, mais aujourd'hui, il y a, comme on l'a relevé, une vingtaine de conflits sur le terrain. En 60 ans de l'OUA, vous avez l'Afrique qui est encore minée par les divisions internes, vous avez les ingérences, les difficultés dans la gestion des différentes crises. L'organisation elle-même, l'Union africaine, qui n'arrive pas justement à gérer tous ces conflits-là. Monsieur Maïga? Oui, il y a évidemment la volonté et les possibilités qui s'offrent par les grands ensembles, par les unions, mais il y a aussi la volonté des États qui vivent la situation d'accepter, n'est-ce pas, d'être accompagnés. Parce qu'il y a deux niveaux. Ceux qui ne sont pas sous la menace de l'insécurité, qui doivent être solidaires et apporter assistance, des appuis, mais il y a le fait que chaque pays est jaloux de sa souveraineté. C'est comme si c'est comme si c'était un aveu d'impuissance que d'accepter que des voisins vous viennent en aide. Et donc, tant qu'on ne va pas rompre avec cette frilosité au niveau de nos États, eh bien, ça n'encourage pas ceux qui peuvent vous accompagner. Mais en même temps également, c'est que chacun, surtout par rapport à l'insécurité, certains pays se disent que si jamais on va accompagner, par exemple, un pays comme le Mali, le Burkina, c'est qu'on déclare la guerre à ceux qui les attaquent, et on risque d'attirer la foudre chez nous. Et donc, alors que la réaction normale aurait été, dès que le problème était au Mali, ben, que tout le monde se mette ensemble pour bouter ça hors du Mali. Peut-être plus loin. On a laissé... Peut-être plus loin en Libye. Libye, oui, mais maintenant, comme c'est rentré au Mali, on aurait dû, en ce moment-là, commencer déjà à être solidaire pour gérer cette affaire. Bon, on aime sous-traiter souvent avec l'international, et je vous dis souvent, ces gens-là, quand ils rentrent chez vous, c'est pas pour faire 5 ans, parce qu'ils ont quand même leur beefsteak à préserver, qui fait qu'ils vont rester peut-être pour 30 ans, 40 ans. Et vous avez vu que le Mali a commencé à bander les bisques pour leur dire, bon, ça suffit, maintenant vous devez partir. Ben, allez, ils sont là, c'est pour vous aider, mais ils s'imposent des restrictions pour ne pas agir quand il faut agir. Alors que nous, on aurait pu le faire. Alors, on était assis, et puis chacun disait, bon, c'est au Mali, mais ça n'arrivera jamais au Burkina, parce que nous, on est un pays aimé par Dieu, nous sommes un pays béni, jusqu'à ce que ça rentre. Et si les autres pays sont dans cette même logique à dire que, bon, la Côte d'Ivoire, on peut être tranquille, le Bénin, le Togo, on peut être tranquille, le Ghana, ben, progressivement, ça va redescendre vers ce pays. Et déjà, on a vu que, effectivement, il y a eu des attaques. Justement, voilà. Je crois qu'on a pris les devants pour prévenir. Mais en même temps, vous avez relevé quelque chose de très important. Je voudrais poser la question à Jean-Didier Somda. Est-ce que les pays qui sont en difficulté, comme le Burkina Faso, peuvent s'accommoder de refuser un quelconque soutien d'un pays tiers sous, justement, le prétexte de sa souveraineté? Non, vous savez... En relation internationale. Non, non, non. Sur le plan international, de toute façon, ce que vous dites est théorique. Jusqu'à présent, nous n'avons refusé aucune aide. À ce que je sache. Nous avons d'ailleurs dit, si vous écoutez les discours officiels, nous sommes ouverts à toutes les coopérations. Nous avons simplement mis en exergue l'élément fondateur de tout État depuis les traités. Le professeur est là, le traité de Westphalie, qui a créé la notion, définitivement la notion de l'État et la manière dont la communauté internationale doit fonctionner. C'est-à-dire la souveraineté respective. Chaque État est souverain. Il a le pouvoir de diriger un territoire sur une population donnée. Ce sont des règles qui datent du XVIIe siècle, hein, figurez-vous. L'État n'a pas toujours existé. Le professeur me reprendra. C'est depuis le traité de Westphalie, je crois que c'était en 1648 que ça a été signé. Donc, cette réalité-là existe sur le plan des textes. Mais comme a dit Kissinger, il faut
pondérer ses souverainetés par sa capacité de négociation, le bargaining power. Si vous êtes souverain, vous vous contentez seulement de faire prévaloir votre souveraineté sur le plan théorique et vous ne vous donnez pas les moyens humains, intellectuels et tout ce qu'il faut pour faire valoir votre souveraineté, ça reste tout simplement du papier, des traités internationaux. Et pour vous illustrer ça par un cas très simple, toujours à titre d'exemple, au sommet de 2008 de la CEDEAO, la question déjà de l'infiltration de nos frontières par le terrorisme avait été posée. À l'époque, il faut rendre grâce au président ATT, il était toujours en fonction, qui était à son âme. Et il avait déjà alerté qu'il fallait qu'on mette en place une structure sous-régionale pour parer à ce risque à partir des services de renseignement. On le savait déjà plus ou moins. Eh bien, les chacun ont dit non, vous savez, c'est lointain. Surtout les pays côtiers n'en voulaient absolument pas. Vous voyez qu'aujourd'hui, ils sont revenus, puisque maintenant la menace est à la porte, pour créer l'initiative d'Accra. C'est qu'on aurait pu faire déjà les années 80 et 2000. Aujourd'hui, on aurait un dispositif opérationnel. Finalement, il y a quelque chose que on a envie de comprendre, que je crois les populations africaines ont envie de comprendre. Vous avez des organisations régionales, continentales, l'Union africaine, désolé, l'Union africaine, vous avez la CEDEAO, mais vous avez en interne des pays qui sont jaloux de leur souveraineté. L'Union africaine qui ne peut pas justement changer le cours d'une situation dans un pays qui n'a pas de compétence, je crois, sur les États à changer ou à mettre la pression sur des États, sur des gouvernements d'un État à changer quelque chose. Enfin, comment ces organisations peuvent-elles justement aider ces États à régler leurs problèmes? Non, il existe un mécanisme qu'on appelle la subsidiarité. C'est-à-dire que quand un problème se pose dans une sous-région, l'Afrique a été divisée au départ en 5 grandes régions, nord, sud, est, ouest et centre. Aujourd'hui, on est à 8. On a créé plein d'autres organisations, et peut-être même plus de 8 actuellement. Donc il y a la subsidiarité. Quand la question se pose dans l'Afrique de l'Ouest, c'est d'abord la CEDEAO qui doit mener la danse, qui fera rapport à l'Union africaine, qui va apprécier. Et si vous avez remarqué que c'est la CEDEAO généralement qui prend les décisions, bonnes ou mauvaises, hein, et qui fait rapport à la CEDEAO. Dans le dernier paragraphe, ils mettent toujours que nous recommandons à l'Union africaine, aux Nations unies, aux partenaires multilatéraux, de suivre la décision de la CEDEAO. Donc, c'est à la CEDEAO de régler les problèmes à bon père de famille. Et c'est ça qui nous a surtout manqué depuis ces 10 dernières années. Et le tout est corroboré par, comme je le disais au début, du manque de leadership. Il y a eu des crises dans le passé. Mais il suffisait que 2 ou 3 chefs d'État décident de prendre les dossiers à bras le corps. Et je ne citerai pas de nom pour ne pas faire de jaloux. Mais quand Obasanjo et Blaise Compaoré se rencontraient, il y avait un mini-sommet qu'on tenait avant le sommet officiel et les choses étaient réglées. Et le lendemain, Obasanjo prenait son avion pour débarquer à Abidjan. Il faut du leadership. Il faut que des chefs d'État... aujourd'hui. Ah, ça manque aujourd'hui terriblement. Il faut que des chefs d'État vraiment panafricanistes qui prennent vraiment conscience de la nécessité de renforcer notre solidarité, notre unité. Quand un problème se pose, qui se lève pour dire voilà la règle qui a été prescrite, voilà ce que nous devons faire, les autres vont suivre. Mais il en manque. Chacun s'occupe de ses petits problèmes domestiques et les problèmes s'enveniment. Ça finit par éclabousser ceux qui ne voulaient rien faire. Et ils se lèvent, ils mettent en place des structures qui, à mon avis, ne donneront certainement pas de meilleurs résultats que ce qu'on pratique actuellement. Alors on va évoluer parce qu'on est vraiment pris par le temps. On va refermer ce chapitre des tensions, des guerres qui sont en Afrique. Je crois que lors du 50e anniversaire de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, il y avait un projet, celui de faire taire les âmes. En 2020, nous sommes en 2023, 3 années après, on a comme l'impression que les âmes crépitent plus que cet ambitieux projet que l'Organisation de l'Union africaine veut porter. Incompétence ou, je sais pas, manque d'accompagnement. En même temps, il faut le relever, le budget de l'Union africaine qui est porté essentiellement par les partenaires étrangers, par les partenaires extérieurs. Est-ce que ce n'est pas une faiblesse aussi? Oui, là, bon, si vous permettez, je vais dire quelque chose en 30 secondes sur le débat qui avait en cours tout à l'heure, en 30 secondes. En fait, je pense qu'il faut un peu relativiser, parce qu'il y a quand même des efforts qui sont faits, comme on dit. Hein, sur la crise oui, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. En fait, en réalité, il faut tenir compte des capacités de nos États,
des États faibles ne peuvent que... Oui, bon, en fait, et quand vous prenez... Non, c'est pas ça. Oui, quand vous prenez, en début d'émission, je viens. En début d'émission, je crois que le professeur Kassoum Maïga a relevé, on a des ressources extrêmement... Très limitées. Et quand vous... Des matières premières qui ne sont pas exploitées. En fait, les richesses brutes là, ça, ce n'est pas des richesses. C'est pas ce qui est enfoui sous le sol là. Si vous n'avez pas la maîtrise de la technologie, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Si vous ne demandez pas la science et la technologie, tout le reste là, ce n'est pas des richesses. Pour moi, c'est qu'on dit richesse naturelle. Il n'y a pas de richesse naturelle. La vraie richesse, c'est la science et la technologie. Et ça, vous savez qu'en Afrique, jusqu'à présent, on ne les maîtrise pas. Et c'est ça, en réalité, qui est la base de toutes les richesses. Et c'est la richesse durable. Maintenant, je dis qu'il y a des efforts qui se passent. Quand on prend le cas du Mali, les gens disent que non, il n'y a pas eu de... Il y a eu quand même la MISEMA. Et ensuite, il y a le MISMA. Il y a des troupes burkinabées qui sont encore au Mali. Tout à fait. Les troupes de la sous-région sont au Mali. Maintenant, le problème est complexe, de sorte que la capacité de nos États n'a pas permis de le régler. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui a été fait, ces institutions n'ont pas essayé. Elles ont essayé, avec les moyens limités, ça donne les résultats qu'on a. Mais en réalité, il faut tenir compte également des faiblesses internes des États qu'on essaie d'aider. Parce que pour qu'on puisse vous aider à vous en sortir, il faut que vous ayez les ressorts internes. Mais en 2012-2013, tout le monde savait l'état de l'armée malienne. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'une aide extérieure, quelle qu'elle soit, puisse venir permettre de régler? Donc, ça, c'est une parenthèse que je voulais ouvrir pour dire que le fond du problème, c'est en réalité les capacités de nos États qui font que finalement personne ne peut aider en réalité l'autre. Il y en a qui sont légèrement plus supérieurs que les autres, mais en réalité quand vous regardez, même quand vous prenez le Nigeria, il traîne Boko Haram depuis près de 15 ans sans pouvoir le régler. Donc ça montre quand même que c'est sérieux. Maintenant, pourquoi les armes ne se taisent pas? En fait, je ne pense pas que... Je pense que ce serait une illusion de penser qu'on aura un monde de paix perpétuel, sans conflit. Les conflits, pour moi, sont consubstantiels à la nature humaine. Vous voyez en Europe, vous voyez un peu partout. Maintenant... en Europe, je veux dire, l'Europe est embarquée dans une crise qui n'est peut-être pas la sienne. Le professeur l'a relevé. Ouais. Russie-Ukraine, ouais, avec une question de géostratégie, géopolitique, où l'Afrique même, justement, va peut-être, si on a le temps, revenir là-dessus très rapidement, où je crois que ce matin, le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, l'a relevé. Ouais. Et voilà, est-ce que c'est justement du devoir. Non, même chez nous aussi, la géopolitique interfère. Hein. En réalité, même les conflits en Afrique, ce n'est pas des conflits purement locaux. Même la question du terrorisme, ce qui fait qu'on n'arrive justement pas à la régler ici et maintenant, c'est les interférences internationales. La RDC, Rwanda, ça aussi. La question conflit, ça c'est d'abord, c'est partie d'abord des problèmes internes de la RDC, tout le monde sait ça, et bien sûr les émissions internes viennent envenimer la situation. Pour ce Al-Kassoum Maïga, est-ce qu'il y a une réponse sociologique à la situation de l'Afrique? Je crois que je vous avais déjà posé cette question, mais en même temps, vous avez, en 2023, vous avez des États membres qui sont indépendants, qui ont des ressources, même si le professeur Ili a essayé de nuancer, si vous avez de la matière première dont vous ne maîtrisez pas la technologie, ce n'est pas des matières. Est-ce qu'il y a une réponse sociologique à cela, au fait que les Africains n'arrivent pas à résoudre le problème, n'arrivent pas à gérer leur développement, n'arrivent pas à s'entendre sur l'essentiel? Bien, bon, je pense que ce qu'il disait, on peut peut-être aussi essayer de modérer ça un peu, parce que c'est un professeur d'université et il sait, dans tous les domaines, quelles sont les capacités scientifiques de ce pays. Quelles sont les possibilités dont nous disposons. Et nous avons effectivement les possibilités d'exploiter un certain nombre de ressources. Maintenant, comme il dit, c'est pas une question, pour moi c'est beaucoup plus la question de la mobilisation des ressources et des capitaux. Parce que même une mine que vous voyez comme ça, dans le temps, on avait des difficultés parce que les compétences se trouvaient au Ghana, en Australie, en Afrique du Sud. Tout à fait. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons la masse critique qu'il faut.
Maintenant, le capital qu'il faut injecter, parce que avant que la richesse naturelle ne soit une richesse économique et financière pour nous tous, c'est des milliards et des milliards qu'il faut injecter. Donc, en termes de disposer de ressources capables de nous faire, de nous permettre d'investir jusqu'à l'aboutissement de l'exploitation, l'étoffe financière peut manquer à ce niveau-là. Ce qui fait que on est obligé de faire appel à des sociétés étrangères qui ne sont pas des enfants de cœur et qui ne sont pas venus pour nos yeux, pour la beauté de nos yeux. Au bronzé. Voilà. Maintenant, c'est-à-dire que la question sociologique, je veux dire, mais à l'échelle peut-être de nos unions, c'est que nous n'avons pas su se spécialiser. Parce que chaque pays veut faire, chaque État veut faire la même chose. Alors que ça coûte cher. Qu'est-ce que l'université Thomas Sankara peut offrir au reste de l'UEMOA qu'on peut ne pas aller chercher dans tous les pays de notre espace? Qu'est-ce que Joseph Kizerbo a comme spécialité? Qu'est-ce que l'université Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire, celle de Bouaké, Abdou Moumouni au Niger, ben, si on accepte que Cheikh Anta Diop au Sénégal, si on accepte que chaque pays doit se spécialiser sur un secteur bien précis, ça nous évite de gaspiller nos ressources pour vouloir faire des petites choses qui n'apportent absolument rien du tout à nos pays. Donc sociologiquement, je pense qu'il faut connaître l'intelligence économique de se dire chaque pays pris isolement n'aura certainement pas assez de ressources pour accélérer son développement, mais que chaque pays peut se spécialiser dans un secteur en renonçant à un certain nombre de domaines pour qu'on les réserve à d'autres pays. Je pense que si la logique est dans ce sens-là, on peut assez rapidement se réorganiser pour aller de l'avant. Alors, rapidement, nous sommes malheureusement au thème de cette émission, mais je m'en vais vous la poser quand même cette question. Vous qui avez été vice-président de la commission de la CEDEAO, aujourd'hui aux Nations Unies, je veux dire à l'ONU, dans le Conseil de sécurité, vous avez 70% des missions de paix de l'ONU qui sont basées en Afrique. Et puis, malheureusement, le continent, l'Afrique, occupe une grande part dans l'ordre du jour du Conseil. Malheureusement, l'Afrique reste le seul continent exclu de cette catégorie de membres permanents du Conseil. Pourquoi la voix de l'Afrique ne porte pas dans le Conseil des Nations? Eh bien, l'initiative était pourtant belle. Au départ, il était question de donner un poste à l'Afrique. Mais c'est l'Afrique elle-même, dans ses disputes inutiles, qui a amené le fait que ça arrangeait les Occidentaux de mettre la question de côté. On voulait au départ un poste, et on s'est trouvé que l'Afrique du Sud, disant que c'est la première économie d'Afrique, dit que c'est forcément l'Afrique du Sud qui doit occuper le poste. L'Égypte dit qu'elle avait la plus forte armée africaine. Il fallait que ce soit l'Égypte. Le Nigeria dit que c'est le pays le plus peuplé d'Afrique. Il faut que ce soit le Nigeria. Et l'Algérie avait aussi des ambitions. Bref, ça a fait le jeu de ceux qui ne voulaient pas que l'Afrique... Exactement. Okay. Des fois, nous sommes victimes de nos propres turpitudes sur le plan international. Merci Jean de Dieu Somda. Vous voulez dire un mot rapidement, 30 secondes? Sur la présence de l'Afrique au Conseil de sécurité, c'est vrai. Moi, j'analyse ça beaucoup plus sur le plan des relations internationales. Hein. Et quand vous regardez, malheureusement, c'est un constat, il n'y a pas de pays africain qui pèse véritablement sur la scène internationale, mondiale, je veux dire. Quand vous regardez les pays qui siègent au Conseil de sécurité, ce sont des pays qui ont des statures mondial. Le PIB, voilà, le PIB, tout, dans toutes les capacités. Donc, quand vous prenez isolement les pays africains cités là, excusez-moi, ça ne pèse pas trop. Okay. Donc, du coup, on se demande même s'ils étaient au Conseil de sécurité, qu'est-ce qu'ils... Ils n'allaient pas même s'entendre sur la prise de position. Oui, pour ça, rappelez-moi. Oui. Vous avez... non, mais je suis d'accord avec la question du poids économique, du poids... Mais c'est aussi une question, tout simplement, de justice et d'équité. Ah oui, on ne peut pas exclure tout un continent de cela, même si on n'a pas eu l'intelligence de taire nos divergences. Moi, je pense que même si on allait faire le tir au sort parmi les 5 pays pour dégager quelqu'un, ça doit nous revenir de plein droit, mais que nos bisbilles et nos querelles ne nous permettent pas de siéger, mais ça, c'est une catastrophe. C'est ce qu'il a dit, puisque ça fait le jeu, justement, de ceux qui ne veulent pas... Oui, mais ça les arrange, mais il faut bien que... Au Conseil de sécurité, merci à vous. Je crois que ce n'est pas une émission à charge, hein. Il y a beaucoup de progrès significatifs au niveau du continent africain, des progrès économiques et scientifiques, des sports, des arts, de l'accroissement du rôle international de l'Afrique. Alors, je crois que
merci. Nous sommes malheureusement au thème de cette émission. Merci, professeur Alkasso Maïga. Merci au professeur Eli Ouseni. Merci également à l'ambassadeur Jean de Dieu Somda. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour notre thématique. Bonsoir.